L'atelier Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui l'orchidée Phalaenopsis. Alors comment cette orchidée qui avant était un produit de luxe et que l'on ne trouvait que dans les maisons bourgeoises, même de la grande bourgeoisie, est-elle devenue un végétal aussi accessible que l'on peut avoir pour quelques euros et que vous offrirez sans doute pour la Saint-Valentin? Alors tout d'abord, nous allons parler du nom de cette orchidée. L'orchidée Phalaenopsis a été baptisée ainsi parce que ses fleurs ressemblent à un papillon que l'on appelle en grec ancien une phalène. Le Phalaenopsis est une orchidée exotique qui a été décrite pour la première fois au milieu du XVIIIe siècle. Nous avons, vous le savez sans doute, nos propres orchidées qui fleurissent au printemps, souvent dans des prairies un peu rases, bien entretenues. Ces orchidées qui sont de petite taille sont des orchidées terrestres et elles étaient utilisées au Moyen-Âge pour un usage tout à fait particulier. Elles servaient à coller les parois de métal, de l'or en général, qui séparaient les couleurs un peu comme les lignes noires séparent les différentes couleurs dans un album de coloriage. Et l'avantage de cette sève d'orchidée, c'est qu'à la cuisson des émaux, elle s'évaporait sans tacher les couleurs, c'était pour ça qu'on l'utilisait. Mais revenons au Phalaenopsis. Alors le Phalaenopsis, c'est une orchidée que l'on appelle monopodiale, c'est-à-dire elle a un seul pied, et la tige en fait est faite de feuilles imbriquées les unes dans les autres qui peuvent pousser indéfiniment. Elle est surtout remarquable par ses grosses racines qui sont plutôt vertes quand elles sont en bonne santé et qui ont la capacité d'adhérer un petit peu comme des ventouses sur les supports et en particulier sur les troncs d'arbres où elles vivent leur vie en Asie tropicale. Alors, il en existe en forêt tropicale humide en plaine et donc avec des températures qui sont très chaudes et qui sont assez constantes, et puis en montagne où on peut observer une différence de température entre le jour et la nuit, et je pense que celles que nous avons maintenant dans nos appartements font partie de celles-là, vu qu'elles apprécient énormément une baisse de température justement une fois la nuit venue. La façon dont elles poussent peut expliquer aussi quels sont leurs besoins nutritifs. Elles poussent en altitude, donc elles ne sont nourries finalement que par les déchets de plantes et les déjections d'oiseaux, et ce qui fait que leurs besoins s'orientent plutôt vers le phosphore et la potasse plutôt que vers l'azote, un petit peu comme les tomates. On peut utiliser d'ailleurs de l'engrais pour tomates, mais en le diluant extrêmement, vraiment, pour les faire pousser, ou alors on utilise de l'engrais orchidée que l'on va vaporiser de temps en temps sur les racines. Nos orchidées poussent donc sans sol, même si on met des écorces dans les pots, c'est plutôt pour les maintenir et pour empêcher qu'elles basculent, mais elles n'ont pas besoin de grand chose, elles ne puisent pas leur nourriture de là. Et ça explique aussi qu'elles ont besoin de lumière sur leurs racines. Il ne faut absolument pas faire l'erreur suivante, à savoir mettre un cache-pot opaque parce qu'elles ne vont pas aimer du tout. Si vous voulez que votre Phalaenopsis soit heureuse, il faut que vous lui procuriez un pot déjà en plastique transparent. Alors ça peut être aussi un pot de yaourt recyclé, on n'est pas obligé d'investir dans du pot spécifique. Et autour, pour cacher un petit peu le substrat qui est pas toujours esthétique, on peut prévoir un cache-pot ajouré, ça peut être une vannerie par exemple. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les orchidées ont longtemps été synonymes de luxe, et ça s'explique pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'il était très difficile de rapporter des individus en bonne santé au cours des voyages en bateau. Pendant très longtemps, en effet, les voyages ont été très longs et les végétaux qui étaient transportés sur le pont des navires souffraient énormément des embruns salés, du soleil quelquefois trop violent et du manque d'eau potable que les capitaines n'aimaient pas trop voir attribuer aux plantes, vu qu'ils préféraient les donner à l'équipage et aux passagers. Donc pendant longtemps, on a rapporté dans nos contrées que des graines, des bulbes qui avaient péniblement survécu à plusieurs mois de voyage, et puis des plantes séchées également. Donc c'était vraiment très très rare d'avoir des individus en bon état à l'arrivée.
Tout a changé avec la trouvaille du Dr Ward. Alors le Dr Ward s'appelait Nathaniel Bagshaw Ward. Il est né en 1791 et il est mort en 1868. Et c'était un docteur londonien qui collectionnait les fougères en particulier et les plantes. C'était un fou de botanique. Et puis il élevait aussi des papillons dans des récipients fermés. Et à la suite d'une observation, il s'est rendu compte que dans un bocal qu'il avait gardé pendant très longtemps fermé, une fougère s'était développée et qu'elle vivait toute seule sans avoir besoin d'arrosage et qu'elle vivait plutôt bien puisque à l'extérieur il y avait le fog, le brouillard qui était généré par le charbon et qui rendait l'atmosphère londonienne absolument irrespirable. Donc les plantes se portaient finalement très très bien à l'abri de leur cage de verre. C'est ce qui a donné au Dr Ward l'idée de fabriquer des caisses qui pourraient servir au transport des végétaux. Il a fait construire par un menuisier une caisse qu'il a couverte ensuite d'un toit en verre, le toit en verre renforcé avec un maillage en laiton pour éviter la casse. Et c'est ainsi qu'il y a eu un premier voyage en direction de Sydney. En 1833, des fougères sont parties pour Sydney et sont arrivées en bon état. Au retour, un voyage de plantes a aussi fait ses preuves. Au bout de plusieurs mois de traversée, les plantes sont arrivées en bonne santé à Londres et ça a marqué le début d'une autre ère pour les plantes. Alors pendant très longtemps quand même, parce que les individus rapportés n'étaient pas très nombreux, c'était la haute bourgeoisie, voire l'aristocratie, qui pouvait se permettre le luxe de cultiver dans son salon, souvent justement dans des caisses de Ward qui étaient plus esthétiques, les végétaux qui avaient été rapportés. Alors il n'était pas rare justement dans les demeures victoriennes de voir des espèces de mini-serres très décorées avec des petits piliers en laiton et à l'intérieur desquels on faisait pousser des plantes exotiques. Ça signait les demeures de qualité et de bon goût. C'est ainsi qu'a commencé aussi le commerce des plantes exotiques. Jusqu'alors, c'était les sociétés savantes qui étaient souvent des sociétés royales, des sociétés très officielles qui envoyaient des chercheurs trouver de nouveaux individus. Et là, c'est des sociétés privées en fait qui se sont mises à envoyer du personnel et aussi à commercialiser les plantes qui avaient été rapportées. Alors de même qu'il y avait eu la folie des tulipes en Hollande au XVIe siècle, de la même façon, il y a eu une folie des orchidées et les individus se sont commercialisés vraiment à des prix énormes et ont montré, un peu comme maintenant quand on a une belle voiture ou un tableau de maître, qu'on avait les moyens de ses ambitions. Alors pour ce qui est du Phalaenopsis, si on a de la chance, il arrive qu'il pousse sur la plante, sur les tiges de fleurs, des tout petits individus qu'on appelle les keiki, et ça s'écrit K-E-I-K-I, et qui sont des mini-orchidées que l'on va pouvoir transplanter une fois qu'elles auront fait des racines. Mais bon, c'est pas très très productif et heureusement au XXe siècle, on a trouvé une autre façon de multiplier les plantes qui explique qu'aujourd'hui elles ont des prix si bas. C'est la culture par méristème. Alors la culture par méristème, ça pourrait s'apparenter un petit peu à la division de l'embryon humain. Au départ, on a des cellules qui sont indifférenciées et qui petit à petit se divisent et finissent par créer ici une branche, ici un morceau de racine, de la même façon que chez nous, ça se fait les bras, les jambes et le reste. Voilà, donc les méristèmes, en fait, ils sont prises souvent sur des bourgeons et vont permettre dans des cultures qu'on appelle des cultures sur gélose, c'est-à-dire vous avez des espèces de soucoupes dans lesquelles il y a un gel nutritif et puis on met des petits morceaux comme ça de cellules natives de plantes et on les met dans des armoires. Là on est dans la biotechnologie, on a posé la serfouette, la bêche et le reste et on est vraiment dans une ère industrielle.
Et donc petit à petit, les plantes vont pousser, vont devenir de plus en plus grandes, et puis vont être multipliées, puis après vont être replantées, et on va pouvoir ainsi obtenir avec un seul individu des centaines de jumeaux. Et vous avez peut-être remarqué dans un paquet d'orchidées, dans un lot d'orchidées qui se trouve chez les horticulteurs, vous avez quelquefois des orchidées qui sont extrêmement semblables. Ben, c'est pas étonnant, c'est qu'elles doivent provenir du même individu. C'est ainsi aussi qu'on multiplie les rosiers. C'est quelque chose qu'on sait peu, mais de plus en plus les rosiers sont multipliés de cette façon. Ça va permettre de multiplier les individus nouveaux en grand nombre, et à partir de ces individus nouveaux, de pouvoir avoir des tas de greffons qui vont permettre très rapidement d'avoir une multitude de nouveaux sujets. La culture sur méristème est aussi utilisée pour enlever le virus de certaines variétés de plantes. Ça a été le cas, par exemple, quand il y avait des viroses sur les bananiers. Plus près de nous, la violette de Toulouse a été débarrassée de ces virus, justement avec ce procédé-là. Au fil des années, des décennies, elle avait plus ou moins dégénéré, et c'est à l'aide de cette culture sur gélose, cette culture à base de méristème, qu'on a pu régénérer la violette de Toulouse. Voilà, tout ça pour vous dire que ça devient, c'est plus de l'horticulture, c'est presque de l'industrie. Et donc ces grandes serres dans lesquelles poussent les Phalaenopsis, ben, sont loin de proposer ce que nous avons dans nos intérieurs, ce qui fait que quelquefois on est un peu déçus. Alors si vous voulez que vos orchidées soient heureuses, déjà vous allez les mettre à côté d'une fenêtre. Le Phalaenopsis aime bien le soleil, mais pas le soleil direct. Mais sachez que plus on est près d'une fenêtre et plus on a de luminosité. Je pense que si on s'éloigne de 1 mètre d'une fenêtre, on perd déjà 30% de la luminosité. Donc c'est énorme. Alors pas de soleil direct, vous les décalez un petit peu par rapport aux fenêtres. Et l'avantage aussi de les mettre à côté des fenêtres, enfin si on n'a pas des fenêtres hyper techniques, c'est que la nuit à côté des fenêtres, il fait un petit peu plus froid. Donc vous allez proposer à votre orchidée le refroidissement nocturne qu'elles adorent. Après, quand les arroser? Alors ça, c'est la grosse question qu'on me pose très souvent. Eh bien, je vais vous répondre, ça dépend. Alors ça dépend en fait de l'évaporation. Vous allez avoir des moments dans l'année, comme en été, où l'orchidée va vouloir être arrosée souvent, et puis en hiver, quand il y a peu d'évaporation, quand il fait plus froid dans les intérieurs, eh bien il va falloir espacer les arrosages. Alors le meilleur moyen, moi c'est celui que j'utilise, c'est de sous-peser le pot en fait. Plus le pot est léger, et plus votre substrat est sec. Et ce que les orchidées adorent plus que tout le reste, c'est les bains de pied. Alors en fait, vous laissez sécher le substrat complètement, et quand le substrat est sec, vous allez vous en rendre compte parce que les racines commencent à devenir palichotes. Vous plongez complètement le pot de l'orchidée en maintenant les écorces à la surface avec vos doigts, jusqu'à ce que ça arrête de faire blub blub, et quand ça finit de faire blub blub, vous égouttez votre pot d'orchidée sur un rebord de baignoire ou sur un rebord d'évier, et quand la plante a complètement ressuyé, c'est-à-dire quand il ne coule plus d'eau, vous la remettez à l'intérieur du cache-pot. Je rappelle, cache-pot aéré de préférence. Voilà, donc pas d'eau par contre sur les fleurs, elles ont horreur de ça. Vous pouvez vaporiser aussi les racines entre 2 arrosages, un petit pchit, c'est pas bien mauvais. Alors moi j'ai lu souvent que les orchidées avaient besoin d'eau douce. Bon, moi je veux bien, je les ai toujours arrosées à l'eau du robinet et je n'ai jamais eu de problème. Bon, après on n'est pas dans le Midi non plus, on n'a pas une eau hyper calcaire, mais bon, je supporte assez bien le traitement. Quand je peux, je récupère de l'eau de pluie et que je les mets à température de la pièce, parce que c'est vrai qu'elles aiment bien quand même ne pas avoir froid, c'est-à-dire que si vous les arrosez ou même si vous leur procurez un bain de pied, pensez à le faire avec une eau qui sera à température de la pièce. Alors, question qui m'est aussi souvent posée, c'est la question du rempotage. Alors, vous pouvez y aller. L'orchidée se rempote, mais elle ne va pas forcément se rempoter dans un pot bien plus grand, puisque une partie de ses
ses racines, celles qui sont à l'abri de la lumière, va avoir périclité et va être morte, et ne seront en fait vivantes et en pleine forme que les racines qui seront exposées à la lumière à l'extérieur. Vous trouverez dans le commerce des mélanges qui sont souvent à base d'écorce de pin, principalement, donc des mélanges plutôt acides. Il y a de moins en moins de sphaigne, parce que la sphaigne, ça fait partie de ces plantes de zone humide que l'on protège de plus en plus. Quelquefois, vous aurez aussi des mousses synthétiques. Certains les cultivent aussi avec des parcelles de laine de roche. Moi, ce que j'ai trouvé de plutôt sympathique et qui plaît bien apparemment aux orchidées, c'est ce qu'on appelle les cônes de cèdre. Alors, quand les cèdres font des genres de pommes de pin, en fait, elles ressemblent plus ou moins à des roses. Et elles se délitent en écailles que moi je vais ramasser ça en ville au pied des grands cèdres. J'en fais une petite provision et je le mélange aux compositions du commerce, et je trouve que les plantes s'en trouvent bien. Ça ne moisit pas, ça doit être acide également, ça maintient un substrat aéré, et les orchidées, ma foi, s'en portent très bien. Et ça permet aussi de faire quelques économies, vu que ça rajoute du volume au sac de mélange que vous avez déjà. Les orchidées se trouvent bien d'un petit séjour au jardin en été, à l'ombre bien entendu. Suspendues, ce sera encore mieux parce qu'elles seront heureuses, et ce sont des plantes qui aiment bien l'installation dans des corbeilles en macramé. Et puis surtout en été et en fin d'été, elles vont connaître l'alternance jour-nuit avec des différences de température qui en fait vont les inciter à fleurir à nouveau. Alors attention au jardin quand même, parce que les limaces adorent ça, donc protégez-les bien des limaces et des escargots. Voilà, c'était Radio Gréno. Alors si on ne vous offre pas de fleurs à la Saint-Valentin, faites comme moi, offrez-vous-en une. Et pensez que pour le prix d'une orchidée, en fait, on peut avoir des fleurs plusieurs fois et un peu de luxe à la maison. C'était Radio Gréno, Annick Baléry, à bientôt.